Bonjour à tous et bienvenue pour le concours corrigé par MyPrépa. Et ce soir, pour cette fin de semaine, nous allons voir l'épreuve d'HEC 2019 ECS 2, donc l'épreuve de maths 2, qui compte, comme vous le savez, pour beaucoup d'écoles, de l'EDEC jusqu'à HEC, et sans doute d'autres, si ma mémoire est bonne, peut-être Audencia aussi, à voir, à vérifier. Mais en tout cas, voilà, c'est une épreuve qui est fondamentale. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de voir tout le sujet, c'est de zoomer sur quelques pépites. On va aussi un peu regarder le début, parce qu'il y avait des choses à faire, notamment pour les étudiants de première année qui veulent s'entraîner pour les concours blancs. Ce début d'HEC 2019 Math 2 était un bon début, un bon entraînement, où on va voir aussi un petit peu de Scilab, et on va voir aussi quelle était la stratégie qu'on pouvait adopter. Alors, je vais zoomer sur certaines questions. Avant, si jamais vous découvrez le sujet, essayez de le faire, de faire les parties que je vais vous conseiller maintenant, avant de regarder les éléments de correction, sinon vous n'allez pas en tirer le meilleur profit. On est donc ici sur une épreuve de maths 2, donc a priori où il y aura pas mal de probabilités. On commence par la partie 1 où ici dans ce début de partie, on avait une question petit 1 qui était une étude de fonction. Donc là, on est plutôt à l'aise, montrer que c'est une bijection. Là, ça ressemble à des inégalités d'accroissement fini. Donc cette première question, ça, je suis sûr de commencer par ça et d'essayer d'aller chercher tous les points. Ensuite, on a ici, ils nous disent, un programme Scilab où on va faire une méthode dichotomique. Là aussi, classique, c'est tombé à écrit comme en 2019, donc je vais sans doute m'y attarder. Donc la question 2, je vais aussi la faire. Ensuite, on a une question 3 où là, il est vérifié que lambda, qui est une fonction, la dérivée du grand lambda ici, est une densité de probabilité. Et ensuite, en déduire la courbe représentative avec la parité et puis des points d'inflexion. Donc, ça va être une histoire de dérivée seconde, d'études de convexité, concavité. Donc là aussi, on est plutôt en terrain connu. Donc, on se dit qu'on va y aller. Là, sur c'est 2014, c'était la maths 1, où on nous donnait, alors c'était une histoire de coût de transport, alors que là c'est une loi logistique standard. Bon, ils essayent de nous faire peur avec des notations. Là, donc je sens que ça va pas forcément être très dur parce qu'ils posent bien les choses et ça a l'air d'être quand même une espèce de changement affine comme ça qui semble pas compliqué. Mais c'est pas là-dessus. Là, il faut être vigilant. Il faut rentrer dedans et on verra. On va pas zoomer nous là-dessus parce qu'il y a la partie 2. Et la partie 2, là, on est, pour ceux qui ont travaillé sur ce genre de sujet, là, on commence à être ivre de bonheur parce qu'on est en présence d'un polynôme qu'on a vu beaucoup dans l'histoire des concours. Et je vais vous montrer, moi, ça ne nous rajeunit pas, mais moi, dans ma prépa à l'époque, voilà le sujet qu'on avait. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Regardez le sujet, c'était aussi une partie 2. Donc c'était un sujet, je vous le note ici, polynôme et série de Riemann. Et en partie 2, on avait un polynôme qui ressemblait à ça. Bon, et là, regardez, on a un polynôme qui est très proche, sauf qu'à la place de x puissance n-k, on a x moins 1 puissance n-k. Mais les questions étaient sensiblement les mêmes. On a ici une question assassine, si on ne l'a jamais vue, cette histoire de somme des racines complexes, qui était traitée aussi dans ce sujet ici. On note x1, xn et n racines complexes. Somme de xk égale n 2n moins 1 sur 3, alors qu'ici c'est 2n, n plus 1 sur 3. La différence étant liée sans doute à ce x moins 1 plutôt que x puissance k. Et ensuite, dans cette partie 2, qu'est-ce qu'on avait encore? On avait là des sommes, des sommes avec ensuite de la trigonométrie. Et là, c'est pareil, on a aussi des sommes avec de la trigonométrie, sinus θ, plus petit que θ, plus petite tangente θ. Là, on nous fait un truc qui ressemble aussi à ça, sinus x plus petit que x, plus petit que tangente x. Bref, là, on commence vraiment à être content parce que là, pareil, les inégalités semblent les mêmes. Donc là, ce sujet qu'on a traité en début d'année avec mes étudiants de deuxième année, normalement, a dû les mettre à l'aise sur cette partie 2. Donc, en tout cas, ce début de partie 2, qui quand même pouvait rapporter beaucoup de points, parce que quand on ne l'a pas fait, c'était pas si simple. On va zoomer, nous, pour votre info, on va zoomer sur cette question-là, sur les racines, 6C. Je vous montrerai
quelle était la technique à adopter ici. Voilà. Alors ensuite, on a ici une partie avec des intégrales où on a une intégrale qu'on a aussi déjà vue quelque part. Euh, Ça me fait penser à HEC 2000, notamment, on voit Echo, ça ressemblait grandement à ça. Et où là, on voit qu'il y a des sommes de E de moins K plus 1 X. Donc on dit que ça ressemblait à des sommes géométriques. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'on est censé savoir faire. Donc là, la partie 2, elle est vraiment, pour tout élève sérieux, la partie 2 était quand même très abordable et donc il fallait y passer du temps. Et je pense qu'en faisant très bien partie 1, partie 2, je mettrai des estimations de barème dans l'article que je vous prépare, mais à mon avis, partie 1, partie 2, on n'est pas loin du 20 si on les fait vraiment bien. Alors peut-être pas 20, mais en tout cas, à mon avis, on est autour de 15. Et puis, on avait ici ensuite des convergences d'intégrales. Donc là, c'est de l'analyse pure, où on aura certainement le coût du t carré à faire. Donc là, partie 2 à faire intégralement. Très bonne révision pour à la fois programme. Ben là, je serais tenté de vous dire, oui, c'est programme quand même plutôt de fin de première année. Donc, partie 2 à faire absolument. Toute cette partie 2 à faire absolument le jour du concours et aussi pour vos révisions, parce que c'est quand même un beau sujet qui fait bien réviser. En partie 3, on avait des estimations. Et donc, c'est des parties souvent qui dérangent les étudiants parce qu'ils les ont vues que tardivement. Mais on pouvait quand même se battre là, parce que là, ça ressemble un petit peu à du théorème central limite ici. Donc là, la 12, moi, j'aurais traité. Et puis, après, on a encore sans doute des histoires de convergence, théorème central limite, sans doute un peu plus bas. Mais ça semble quand même un peu plus abstrait. Pour l'instant, quand on voit ça de loin, sans rentrer vraiment, sans mettre le nez dedans, c'est compliqué d'y voir clair. On voit ici une histoire de suite convergente d'estimateurs, donc on dit peut-être que c'est un lien avec la limite de la variance. Bon, il y a des choses qu'on peut creuser, mais là, comme ça, spontanément, on ne voit pas trop. Ensuite, en partie 4, là, il y a peut-être des choses, on revient avec un peu d'algèbre bilinéaire et des matrices. Peut-être qu'ici, montrer que la matrice M T transposée de M est inversible, là, peut-être qu'il y avait des choses à faire, parce que le rang de la matrice est égal à P, donc il faut peut-être un peu creuser, mais il y a peut-être des choses à faire. Mais ça reste quand même assez obscur quand on n'a pas mis le nez dedans. Donc, comme ça, en analysant le sujet en 5 minutes, on sait que partie 1, avec de l'analyse pour commencer, un peu de dichotomie Scilab, et puis partie 2, une partie quasi culturelle où on a des polynômes qui ressemblent un petit peu aux polynômes de Chebyshev, avec du lien entre racines et coefficients, et puis de la trigo et des sommes géométriques, on se dit, c'est un boulevard, partie 1, partie 2, je fonce et je vais m'éclater. Alors, nous, on va zoomer juste sur quelques questions. Ici, donc sur ce début, je m'adresse notamment aux premières années là, qui doivent sans doute être en train de réviser. Là, ici, cette première partie, donc question 1 ici, c'était assez intéressant parce que, comme je vous le dis souvent sur ces vidéos, dès le début, on sait à qui on a affaire. Et là, on voit que, à mon avis, 80% des étudiants ont dû faire la dérivée de delta. Sauf que ça n'était pas l'esprit de la question, puisque ici, quand on fait la dérivée de delta, c'est une question qu'on nous pose juste après, dans la 1b. Donc là, ça aurait dû vous alerter, dire mince, là, peut-être que la dérivée, ce n'est pas la bonne méthode. Et effectivement, la bonne méthode ici, il y a plusieurs méthodes, mais donc sur cette question 1a, donc partie 1, sur cette question 1a, méthode 1, on pouvait faire le classique, si je pars d'un x plus petit qu'un y, qu'est-ce que j'obtiens? À l'arrivée, on arrive à delta x plus petit que delta de y, ici avec x et y qui sont des réels, et donc on montre que delta est croissante strictement. Ça, c'était la première méthode. Mais la deuxième méthode, donc croissante strictement, et après on dit qu'elle est continue strictement croissante de R dans, et là on fait les limites, et on voit que c'est dans 0,1, à valeur dans 0,1. Donc première méthode. Et deuxième méthode, on peut aussi procéder par composition. Vous savez que, ça c'est des rappels d'il y a longtemps, je pense, mais la composée de deux fonctions croissantes, c'est croissant, la composée de deux fonctions, une fonction croissante et d'une fonction décroissante, c'est décroissant. Enfin bref, c'est un peu comme la règle des signes. Et là, ici, on avait des composés de fonctions décroissantes et croissantes, mais du coup, comme il y avait à un moment
ici composé d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante, c'est décroissant. Et après, la composée de 1 sur 1 plus x et de exponentielle moins x, c'est la composée donc, de deux fonctions décroissantes. Donc, on obtient une fonction croissante. Méthode 2, on pouvait faire ici une composition. Composition de fonctions pour montrer que notre delta était croissant aussi, strictement. Ensuite, on applique le théorème de la bijection, avec les limites, etc. Et on arrive à montrer que c'est bien une bijection. Comment on montre ensuite que la bijection réciproque, c'est notre L? Il suffit ici, il suffisait de faire delta rond L et de montrer que ça faisait l'identité. C'est-à-dire, on faisait, pour tout x réel, on faisait delta de L, ou plutôt dans l'autre sens, L de, pardon, on va faire ici, plutôt dans l'autre sens, x L de delta x. Et on fait le calcul, c'est très simple, hein, vous le ferez, c'est une mise au dénominateur, bref, et on arrive à x, et donc on a bien la bijection réciproque qui est définie par cette fonction L. OK. Après, donc, calculer la dérivée, on trouve quelque chose. Alors, j'ai fait les calculs, on trouve la dérivée, bref, on trouve quelque chose, il n'y a pas de... je peux vous le mettre quand même, parce qu'après, pour la suite, c'est utile. Donc, la dérivée ici, delta prime, pour tout x, delta prime de x, on obtient exponentielle moins plus exponentielle moins x carré. Sur cette question C, là, ici, où il s'agit de montrer l'existence d'un unique réel x0 tel que delta x0 égale x0, quand on voit unique réel, déjà, on se dit ça va nous faire penser à de la bijection. Mais bijection de delta, il faut ici que ce soit un réel fixe et non pas un x0, delta x0 égale x0, on ne sait pas faire dans cette configuration-là. C'est pour ça qu'ici, l'idée, c'est qu'il fallait, donc dans cette question C, l'idée, c'était de poser, alors moi je l'ai appelé h, la fonction qui a x associe delta de x moins x. Et on montre que h est une bijection, donc quand on fait le tableau de variation, on obtient un truc comme ça, donc qui est décroissant de plus l'infini à moins l'infini. Et du coup, ici, on a un unique x0. Voilà, donc ici, au théorème de la bijection, vous connaissez la rédaction. Et du coup, il existe bien un unique x0 réel, tel que h de x0 égale 0, c'est-à-dire tel que delta de x0 égale x0. Voilà, donc ça c'était la méthode ici. Dans la question D, on se dit, tiens, ça ressemble, là ça doit vous sauter aux yeux normalement, ça ressemble à l'inégalité des accroissements finis. Donc on se dit, première piste, on va tenter avec, donc là pour la question D, première piste, on se dit, on va tenter avec, donc inégalité des accroissements finis, on tente avec delta. Sauf que ça ne marche pas. On obtient delta de x moins delta de x0 plus petit que x moins x0 parce qu'on aura montré au préalable que delta prime en valeur absolue est plus petit que 1. Bon, et là, ça ne marche pas parce que ça vaut x0, alors que nous, on ne veut pas x0, on veut x. Donc, on se dit, il y a peut-être une erreur, il y a certainement des étudiants qui ont dû mettre, il y a une erreur d'énoncé. Non, on ne met pas qu'il y a une erreur d'énoncé. On essaye soit de réfléchir, soit de passer à la question d'après et d'admettre le résultat. Et donc, la deuxième piste ici qui vient, c'est de se dire, bon, je l'ai tenté sur delta, mais je ne l'ai pas tenté sur h. En fait, ici, l'idée, c'était de faire une inégalité des accroissements finis sur le h qu'on avait trouvé avant. Et puis, vous observerez que ça marche. Donc, voilà pour cette première question de la partie 1, donc vraiment de l'analyse standard, mais où il y avait quand même des subtilités et où on voyait tout de suite le niveau du candidat quand même, voir s'il avait compris la subtilité sur la méthode à employer pour la question 1A. Question 2, sur la dichotomie. Je ne vais pas vous réexpliquer le principe de la dichotomie parce que je l'ai expliqué déjà dans une vidéo d'écrit comme, mais vraiment allez-y. Écrit comme 2019, donc cette année, il y avait un exercice de dichotomie, je ne sais plus si c'était sur la version ECE ou ECS, je vous laisserai vérifier, où j'explique bien ici le mécanisme.
Ça, c'est fondamental, vu que c'est tombé la même année 2 fois. C'est fondamental que pour les années à venir, vous ayez compris la méthode de dichotomie. Du coup, ici, après, la question qu'il nous posait, c'était compléter la ligne 7 et justifier le choix des valeurs affectées en ligne 2 et 3 aux variables A et B. Bon, et ça c'est une question qui était assez sympathique, puisqu'on se dit, mais alors attendez, là, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que notre x0, parce que là, on va essayer d'estimer la valeur de x0, pourquoi est-ce que notre x0, il serait, vu qu'on part de l'intervalle a égale 0, b égale 1, ça veut dire qu'on considère l'intervalle, je vais peut-être le mettre ici, donc question 2, a égale 0, b égale 1, donc ça veut dire qu'on considère l'intervalle AB égale à 0, 1. Et donc notre x0, il se baladerait entre ce 0 et ce 1. Qui me dit que x0 est entre 0 et 1? Moi, dans l'énoncé ici en C, j'ai delta x0 égale x0 et x0 est un réel. Donc là, ils veulent nous faire dire, essayez d'expliquer pourquoi le x0, il est dans l'intervalle 0,1. Et en fait, c'était assez simple ici. Pourquoi? Parce on sait que delta est à valeur dans 0,1. C'est pas moi qui le dis, c'est l'énoncé. Regardez, ils nous disent montrer que A est une bijection de R sur 0,1. Ça veut dire que pour tout x, delta x appartient à 0,1. Donc du coup, delta x0, a fortiori, appartient à 0,1. Mais delta x0, c'est x0. Donc x0 appartient à 0,1. Donc voilà ce qu'ils voulaient nous faire dire en disant, mais expliquez pourquoi les valeurs 2 et 3, dans les lignes 2 et 3, on associe à A la valeur 0 et à B la valeur 1. Voilà, ça c'était la justification. Et après, compléter la ligne 7, vous comprendrez. Alors, c'était du coup un peu, il fallait un peu se creuser pour se dire, mais ici, par exemple, on se disait, mais lambda plus grand que C, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ici, on a notre lambda plus grand que C. Il faut compléter ici. Lambda C plus grand que C. Donc, lambda C plus grand que C. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, pour comprendre ce qui se passait, donc ça, vraiment, je compte sur vous pour faire la première question, parce que si vous ne faites pas la première question, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis là. Mais il fallait comprendre, en fait, il fallait revenir à la fonction h. Donc, la fonction h, ici, qui va de, là, on est sur 0, 1. Et on a x0 ici. Et là, on a 0. Bon, si notre C est ici, donc autrement dit, ici, si h de C est positif, puisque là, vous voyez bien, hein, si C est là, on a h de C qui est positif. Si h de C est positif, h de C, je vous rappelle que c'est lambda C moins C. C'est-à-dire que lambda C moins C est positif. Ça veut donc dire que lambda C est plus grand que C. Donc, quand on a lambda C plus grand que C, on est dans le cas où h de C est positif. Si h de C est positif, ça veut dire que x0, il est compris entre C et 1. 1, c'est notre B en fait. Hein. On commence ici avec, au début, A, ça vaut 0, et B, ça vaut 1. Donc, x0, dans ce cas-là, il est entre C et 1. Ce qui veut donc dire que quand on fait notre dichotomie, il faut que l'intervalle qu'on va considérer, ça va être cet intervalle CX0, C1, pardon. Et donc, il faut que à la place de notre A ne prenne plus la valeur 0, mais prenne la valeur C. Donc ici, on avait then A égale C. Et à l'inverse, si lambda C est négatif, c'est-à-dire si C est de ce côté, ça veut dire que x0, il est entre A et C. Et donc, ça veut dire que le nouveau B qu'on va avoir, c'est non pas B égale 1, mais B égale C. Donc là, ici, c'était else B égale C. Voilà, donc là, on avait quand même une dichotomie, mais qui demandait quand même un petit peu de réflexion. Donc, très belle question sur la dichotomie. On nous pose ensuite comme question, quelle valeur maximale, une question un peu casse-tête,
peut-on affecter en ligne 4 à la variable EPS pour être assuré que l'erreur d'approximation commise ne dépasse pas 10-4? Bon, là, il faut remettre un peu le nez dans le calcul, dans le programme, et ils nous disent ici, une fois qu'on est sorti de notre boucle, là, on sort et on attribue à la variable x0 la valeur a plus b sur 2. Donc si on se fait un schéma, on a ici, nous, notre b moins a, donc on a ab ici, hein. On a ab qui est censé être toujours plus grand qu'epsilon, et une fois que ça devient plus petit qu'epsilon, on sort de la boucle. Donc là, normalement, quand on sort de la boucle, on a AB qui est à peu près égal à epsilon. Donc il y a une distance entre A et B qui vaut à peu près epsilon. Bon. Et après, ils nous disent x0, c'est la moitié, c'est A plus B sur 2. Donc là, on a notre x0, donc la valeur A plus B sur 2. Bon, et donc nous, ce qu'on veut, c'est que la valeur de x0 soit égale à cette A plus B sur 2 à 10 puissance moins 4 près. C'est-à-dire qu'on veut que la distance entre x0 et A plus B sur 2 soit au max de 10 moins 4. Bon, eh bien, du coup, là, on va prendre différents cas. Si le x0, le vrai x0, pas le A plus B sur 2 qu'on a calculé, si en fait le x0, il vaut à peu près, il vaut B, ben, la distance entre A plus B sur 2 et B, ben, ça va être en fait epsilon sur 2. Ici, on voit que ça découpe l'intervalle en deux, donc là, on aura epsilon sur 2. De même, ici, on aura une distance de epsilon sur 2. Et nous, on veut que ce epsilon sur 2, ce soit max 10 puissance moins 4. On veut que ce soit voilà, au max inférieur à 10 puissance moins 4. Du coup, eh bien, en fait, le epsilon qu'il fallait prendre par multiplication, c'était 2 fois 10 puissance moins 4. Et quand on a ça, a priori, on est serein. Donc là, vous pouviez l'expliquer avec un schéma, parce que sinon, c'était un peu casse-tête à expliquer. Donc ça, c'est pas classique, il fallait un peu réfléchir pour pouvoir répondre à la question. Ça, c'était pour la partie dichotomique. Maintenant, je voulais qu'on termine par une pépite. Je vous ai parlé d'une pépite dans la partie 2. Cette question sur les coefficients, là, la somme des racines complexes de Pn est égale à 2n, n plus 1 sur 3. Et je vais vous, on va partir de, donc là, je vais vous mettre la correction d'un point de cours que je donne à mes étudiants, le lien entre racines et coefficients. Donc, c'est en manuscrit, désolé. Mais ici, en fait, c'est le cas général. Lorsque P est un polynôme de cette forme, somme des AKXK, et qu'il a n racines complexes, lambda 1, lambda n, en fait, on a ce point de cours qui est quasi du cours. Henri IV, par exemple, ils le font dans le cours, où on a cette somme horrible qui nous donne moins 1 puissance k à n moins k à n. Et les cas particuliers, c'est somme des lambda i qui vaut moins an moins 1 sur an, et le produit des lambda i qui vaut moins 1 puissance n à 0 sur an. Et donc, il nous faisait ici redémontrer celui-là, qui est de loin le plus simple. Bon, c'est quoi le principe? Le principe, c'est qu'en fait, le polynôme P, ici, le polynôme, c'est Pn, mais le polynôme P, il vaut à la fois la somme des AKXK, mais aussi, d'après le cours, en plus, ils sont sympas, ils nous l'ont rappelé, AD fois le produit, ça vaut aussi donc AN, dans mon cas c'est AN, fois x moins lambda 1, x moins lambda 2, etc., jusqu'à x moins lambda n. Et donc ici, il s'agissait de voir quel est le monôme. On allait zoomer en fait ici sur le deuxième monôme de plus haut degré. Le monôme de plus haut degré, c'est AN, mais AN-1, lui, il vaut quoi? C'est là où on regarde en fait. AN-1, quand je regarde ici je vais vous prendre un exemple peut-être un peu plus simple, parce que là, je vous ai fait tout le détail que vous pourrez lire posément. Je vais vous le refaire, ça. X, si je vous fais x moins lambda 1, donc AN fois x moins lambda 1 fois x moins, alors eux, ils l'appellent comment ici? On va reprendre leur notation. Hop, x moins, donc AN fois x moins z1 fois x moins z2 jusqu'à fois x moins zn. Quand je le développe, en fait, ça me fait an fois, là je mets un grand crochet. Si je développe d'abord tous les x entre eux, x fois x, donc je multiplie tous les x entre eux, vous êtes d'accord qu'on va obtenir x puissance n. Maintenant, pour obtenir le x puissance n moins 1, comment on fait? En fait, on fait
On va prendre ici, par exemple, les n-1 premiers facteurs qu'on va multiplier par le dernier facteur, mais pas x, parce que sinon ça ferait x puissance n. On va le multiplier par moins zn. Mais ensuite, on peut aussi prendre, parce que là j'ai pris les n premiers, mais on peut prendre les n donc les n-1 premiers. Je peux prendre les n-2 premiers et puis le dernier. Et ça va donc faire x puissance n-1 fois le moins zn-1. Et donc ici, en fait, on se rend compte que ça nous fait moins z1, moins z2, moins zn. Prenez, si vous n'avez pas compris, prenez un exemple simple. X moins z1, x moins z2, x moins z3. Vous voyez ici que ça nous fait donc du x cube. Et le terme en x2, ça va être quoi? Ça va être en fait x, on va prendre, par exemple, moins z1, on va faire dans cet ordre. Moins z1 fois x. Donc ça me fait moins z1 fois x2. Mais ça peut être aussi après ce moins z2 là que multiplie cet x là et cet x là. Donc ça fait moins z2 x2. Mais ça peut être aussi ce moins z3 qu'on va multiplier par ce x et ce x. Et donc ça me fait moins z3 x2. Et après pour le terme, donc ça c'était le terme en x2. Le terme en x, lui, on va faire sur ce petit exemple, ce sera plus parlant. Le terme en x, lui, va venir d'où? Il va venir de moins z1 fois moins z2 que multiplie ce x. Donc, je vais l'écrire. Moins z1 que multiplie moins z2. Donc, ce monôme donc, quel est le monôme en x? Eh bien, le monôme en x, on peut le calculer en faisant moins z1 fois moins z2 fois ce x, d'où le moins z1 fois moins z2. Mais ça peut être aussi plus, ça peut être ce moins z1 fois moins z3 fois ce x-là, donc moins z1 fois moins z3. Et après, le dernier qui reste, c'est moins z2 fois moins z3. Bref, et le terme après constant, le terme constant, ça va être moins z1 fois moins z2 fois moins z3. Donc ça va être moins 1 au cube fois z1, z2, z3. Et vous comprenez mieux pourquoi ici on a, en fait, si je le réécris, ça me fait donc x cube plus x2 facteur de la somme des ZI, i allant de 1 à 3. Le x, il est un peu tordu, si vous voulez bien l'écrire, c'est ça en fait. I plus petit que j plus petit que 3d zi zj x. Et le dernier, c'est en fait moins 1 puissance cube fois le produit des ZI, pour i allant de 1 à 3. Là, je vous ai fait, vous voyez, le cas simple où on a 3 facteurs. Bon, et bien là, il nous demandait de faire le cas où il y a n facteurs. Mais c'est la même démarche, sauf que là, il ne nous demande pas de faire le cas général, il nous demande de faire juste le monôme en n-1, en xn-1. Et donc, on voit que ça va être, en fait, cette chose-là, ça va être la somme des ZI avec un moins devant. Et donc, le terme, donc le coefficient en xn-1, ça va être an fois le moins qu'on va mettre devant, la somme des zi. Mais ce coefficient de xn-1, c'est aussi an-1. D'où le résultat, ici, qui est que la somme des zi, c'est égal à moins an-1 sur an. Voilà cette pépite du concours. Donc là, il fallait remplacer, il fallait calculer le monôme à n-1 et faire la division, et on obtenait bien le résultat demandé. C'était technique comme question, mais là, il y avait vraiment de gros points à chercher pour ceux qui l'avaient déjà traité. Je vous ai mis, vous pourrez télécharger dans l'article de MyPrepaNews, vous pourrez télécharger les notes que j'ai prises. Et dans les notes que j'ai prises, je vous ai inséré le corrigé de cette partie, la coefficient, le lien entre racine et coefficient. Donc, n'hésitez pas à en faire bon usage. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de cette épreuve d'HEC
2. Donc, en conclusion, hein, partie 1, partie 2, si on le faisait vraiment bien, je pense qu'on est entre 15 et 20. Et après, il fallait aller chercher quelques points dans la partie 3 pour aller chercher le 20. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos sur le concours corrigé par MyPrépa. À très bientôt et passez un excellent week-end.